j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Gillard, la réalisatrice du film, qui va vous dire quelques mots avant la séance. Et puis, bien sûr, on se retrouvera après pour parler ensemble. Bonjour et merci aussi d'être aussi nombreux. Moi, je suis très émue, je suis toujours impressionnée quand je vois les salles pleines comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent voir mon film. Je vous le demanderai peut-être après. Et je suis très très mauvaise pour parler de mon film avant. C'est un peu comme les bandes annonces. J'ai toujours peur de vous dévoiler des trucs. Et du coup, c'est compliqué pour moi d'en parler avant. Je préfère en parler après. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que ça a été une très longue aventure pour faire ce film. Ça a pris beaucoup de temps, même si le tournage a été très très court. Le tournage n'a été fait qu'en 15 jours, puisque La Chevauchée ne dure que 15 jours. Avec une toute petite équipe, on n'était que 3. Et que ça s'est fait par contre sur beaucoup de temps, parce que j'ai fait beaucoup de voyages dans la réserve de Standing Rock notamment, et sur La Chevauchée avant de pouvoir faire le film. Et voilà, et que c'est parce que je suis vraiment arrivée à rencontrer ces gens et que j'ai pris le temps de les rencontrer que je suis arrivée à faire le film. En tout cas, je pense que c'est pour ça. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne chevauchée et que vous n'aurez pas trop froid. Et à tout à l'heure. Merci. Ça fait à peu près 30 ans que j'accompagne les gens du voyage en France, donc je dois dire que ce film me touche énormément. Merci. En particulier, je ressens le désespoir de la perte de mémoire et de la transmission, donc je vous remercie infiniment pour ce film. Merci beaucoup. Je voulais vous poser 2 questions précises. Combien de temps vous avez mis pour vous apprivoiser les uns les autres? Et deuxième chose, est-ce que vous leur avez passé le film et comment ont-ils réagi? Alors j'y suis retournée l'année d'après celle où on l'a tournée. Et c'était une version de travail, donc il faisait 1h45, qui était très très proche de celle-là. Elle était juste un peu plus longue, mais c'était grosso modo quand même la même chose. Et alors c'était marrant parce que les réactions étaient un peu mitigées. Alors il y avait un peu des jalousies, genre mais pourquoi lui est dans le film et pourquoi pas moi, dans les trucs que j'avais gardés au montage ou pas. Et puis il y a un peu de difficulté à se voir d'un seul coup comme étant un personnage dans un film. Je sais que c'est toujours un peu dur. Après il y avait par exemple la fille de Ron qui n'avait pas fait La Chevauchée cette année-là, qui était juste passée un jour à la fin. Et qui m'a dit c'est marrant, j'étais pas là cette année-là, mais j'ai l'impression que c'était comme la vie d'habitude. Et que ça ressemblait pas du tout aux autres films qu'il y avait eu sur La Chevauchée, qui pour elle ne racontaient pas le quotidien de La Chevauchée. Donc là je me suis dit bon, ça va, je crois que je me suis pas trop trompée. Et puis j'y suis retournée en 2016 pour leur montrer une 2e fois le film fini, parce que j'avais été à Tribeca pour le festival, et juste après je suis allée dans le Dakota le montrer. J'ai fait 2 projections, une pour les cavaliers, enfin ceux qui ont bien voulu venir. Il y en avait une 20aine qui sont venus et qui étaient très contents. En fait, je pense que c'était pas mal qu'il y ait eu beaucoup de temps entre le tournage et la version finale. Finalement, ils ont vachement plus apprécié. Voilà. Et le lendemain, je l'ai montré à une classe d'élèves plutôt CM2, 6e, dans le village de Wakpala. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin, il y a cette séquence où Menaja explique aux enfants que dans leur village, dans l'école de Wakpala, quand ils vont rentrer, il n'y aura que très peu d'enfants qui auront fait cette chevauchée, même très peu d'adultes. Et en fait, c'était vraiment très étonnant parce que la salle était à peu près aussi pleine que là, et quasiment aucun enfant ne connaissait l'existence de La Chevauchée. Voilà. Mais ils étaient tous hyper enthousiastes. Alors moi j'avais très peur parce que je me suis dit c'est le genre de documentaire qu'ils ne doivent jamais regarder. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'explication, c'est un peu lent pour eux, c'est pas du tout mainstream. Et en fait, ils ont applaudi à tour de bras à la fin. J'étais vraiment très très étonnée, donc je pense qu'ils ont apprécié. Voilà. Merci surtout pour ce film, c'est vraiment très touchant. J'aurais voulu savoir s'il existe encore un bureau aux affaires indiennes aux États-Unis et comment ça se fait qu'ils ne puissent pas avoir plus de puissance pour pouvoir récupérer des territoires comme les Inuits l'ont fait au Canada. Et voilà. Parce qu'on est aux États-Unis, on n'est pas au Canada.
Oui, il y a toujours un bureau des affaires indiennes. Mais parce que personne ne veut voir le problème indien aux États-Unis. Il n'existe pas, ils n'existent plus, les Indiens. Enfin, je ne sais pas comment vous répondre. Moi, j'ai pas plus d'explications que eux, quoi. Qu'est-ce que je peux dire ça, c'est peut-être le truc que j'ai raté dans mon film. C'est que j'ai fait face, enfin j'ai été confrontée au pire racisme que j'ai jamais vu de ma vie, là-bas. C'est-à-dire que régulièrement dans la réserve, comme il y a beaucoup de blancs qui habitent dans la réserve, quand ils se croisent, c'est-à-dire que les blancs viennent les insulter de manière frontale pour absolument aucune raison. Voilà. Donc ça donne un peu une idée de l'état d'esprit qu'il y a là-bas et du pourquoi ils ne peuvent pas récupérer leur terre. Et puis aussi parce qu'ils ne se comprennent pas, quand ils viennent les réclamer, on leur dit mais non, mais on va vous donner de l'argent en échange, eux c'est pas de l'argent qu'ils veulent. Une chose importante que vous venez de dire, c'est que c'est cet esprit de résistance aussi. C'est-à-dire il n'y a pas une subvention bien sûr pour faire toutes les choses, mais il y a un esprit de résistance en face d'une histoire qui est toujours contre une réalité. Et ça me fait penser beaucoup sur différentes parties de l'histoire, dans ma propre histoire comme au peuple maya, que aussi c'était guerre de basse intensité qui existe et que ça continue, que fait la comment dire, expropriation de terre et qui s'est toujours présente. Et que je pense que c'est important de faire un appel et on rappelle aussi à tous les systèmes, surtout le système capitaliste qui est maintenant en train d'élever la dernière chose de la majorité des peuples amérindiens, c'est la terre. Et par exemple, au Guatemala, il y a un génocide. Il y a eu 200 000 morts, 98% c'est de population maya. Et dans les années 1980, et moi j'ai né dans cette période-là, j'ai vécu la guerre, et c'est plutôt la même histoire que ça répète. Et je pense que c'est pour ça important d'avoir ce type de film et ces possibilités de parler, ces possibilités de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, parce qu'il y a toujours une manière de faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. L'histoire des Indiens continue même, parce que je crois de cela il y a presque un an et demi. Si vous vous rappelez, je ne me rappelle plus exactement dans quelle contrée ils ont essayé. Exactement là. Et ils ont essayé de faire passer un pipeline. Voilà. Donc c'était dans les eaux sacrées des Indiens. Mais je ne sais pas si elle a pu passer, oui ou pas. Ah oui, il fonctionne. Et la lutte continue, et là, vous voyez, donc... Alors, non, mais ça, si vous voulez, je peux en parler pour le public qui ne connaît pas. Donc, en fait, parce que c'est quand même très, très lié à ce film, enfin, aux personnes qu'il y a dans ce film. Donc, en 2016, ils ont décidé de construire un pipeline, parce qu'il y a beaucoup de pétrole, ils ont découvert beaucoup de pétrole dans le Dakota du Nord. Et donc, un pipeline qui va rejoindre Chicago. Et ils se sont dit qu'ils allaient le faire passer au nord de Bismarck, qui est la capitale du Dakota du Nord, sous le Missouri. Évidemment, les habitants de Bismarck, qui sont tous blancs, enfin en majorité blancs, ont dit bah non, parce que s'il y a une fuite, ça va polluer l'eau du Missouri et nous on n'aura plus d'eau. Donc ils ont dit ah bah non, on va le faire passer au sud et puis on va le faire passer à la frontière avec la réserve de Standing Rock. Et évidemment, les Indiens ont dit la même chose. Ils ont dit bah non, nous on n'est pas d'accord, ça va polluer notre eau s'il y a une fuite. Et là, on leur a dit d'aller se faire foutre, excusez-moi, mais voilà. Et donc, en fait, en plus de ça, ça passait le long d'un cimetière, donc il y a un lieu sacré pour eux. Et puis, c'était en totale violation des traités qui avaient été signés il y a bien longtemps, mais bon, on n'était pas à une violation des traités de plus.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'avril 2016, il y a un petit camp qui s'est formé avec des jeunes, et d'ailleurs c'était des jeunes qui avaient fait cette chevauchée dans les années d'avant. Et tout le monde se disait non mais c'est trop tard pour manifester, de toute manière ils vont le construire. Et en fait le camp a grandi jusqu'à atteindre 10 000 personnes, c'est-à-dire autant que la population de Standing Rock elle-même. Donc il y avait 10 000 personnes en octobre, novembre, décembre, des gens qui venaient de toutes les tribus, de tous les États-Unis, pas que des Indiens, enfin voilà, ils étaient rejoints par beaucoup de monde. Et ça a été un peu la guerre au milieu des États-Unis, puisqu'on leur envoyait la police, des blindés, on les aspergeait avec de l'eau alors qu'il faisait moins 20 dehors. Enfin voilà. Et donc le camp a été démantelé juste après Noël. Mais le pipeline a été construit, il est en activité aujourd'hui. Et alors donc Jimmy, le personnage qui a le chapeau avec la plume, Jimmy a été arrêté quand il manifestait sur ce camp et il risque aujourd'hui 15 ans de prison pour des charges fédérales. Et il y a de fortes chances qu'il décide d'en faire un exemple. Alors que Jimmy, c'est pas du tout un leader, c'est quelqu'un qui est tout le temps là pour aider tout le monde. Le problème, c'est qu'il est un peu sur toutes les photos du pipeline, enfin des manifs contre le pipeline, et voilà. Excusez-moi, il y en a un même, je ne me rappelle plus lequel, qui avait dit il n'a pas voulu donner sa maison et tout, donc il a tout flambé et il a pris 6 mois de... Oui, c'est lui. C'est lui. Donc là, il va prendre 15 ans probablement pour avoir manifesté contre ce pipeline. Voilà. D'abord, merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée, très émue. Je pense que ce que vous venez de dire, que les gens regardant à l'école, je pense que c'est super important parce qu'avoir une image de soi-même, disons, et on la comprend quand on nous la montre, il n'y a pas de problème. Je fais juste une aparté là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai montré à ces enfants. Je me suis dit, ils ont compris que je n'ai pas cherché à les trahir ou à retomber dans des clichés. Et visiblement, eux, ils se sont sentis vraiment représentés, quoi. Alors que c'était pas leur chevauchée. Et la question que je voulais vous poser, c'était, à un moment donné, on écoute quelqu'un qui dit que, si j'ai bien compris, et dans l'administration, les chefs de la réserve ne donnaient pas de moyens. Je pense que là aussi, il y a une petite réponse à la question qui était posée tout à l'heure, non? Oui, alors en fait, pour bien comprendre comment fonctionne la chevauchée, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas quelqu'un qui organise la chevauchée, qui prend les inscriptions. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On sait, la chevauchée s'arrête toujours au même endroit, aux mêmes endroits, commence toujours le même jour, se termine toujours le même jour. Donc en gros, si vous avez des chevaux, un pick-up et un trailer, vous pouvez proposer aux enfants de votre famille ou de votre quartier, vous leur dites voilà, tu viens avec moi faire du cheval pendant 15 jours, vous allez partir et ce sera avec votre argent. Et puis vous, monsieur, pareil. Donc en fait, et ça va être plein de gens qui ne se connaissent pas forcément, qui se retrouvent au même endroit avec la même volonté d'emmener des gamins pour faire ça. Et donc ils le font avec leur argent. Il n'y a pas du tout de subvention, il n'y a pas d'organisation. Et la réserve ne les finance pas du tout. Alors de temps en temps, ça dépend de qui est le chairman de la tribu, et comme ça passe par 3 réserves, donc ça dépend des réserves. Ron m'expliquait l'autre fois, parce que Ron, qui au début est venu une semaine en France pour présenter le film, et il a été chairman de la tribu de Standing Rock. Quand je l'ai rencontré, il était chairman de la tribu. Il me disait, mais ça dépend. Si le chairman a fait la chevauchée, il va leur donner un peu d'argent pour l'essence, etc. Ou s'il a de la famille qui l'a fait régulièrement, il va le faire. Mais d'une manière générale, rien. Il y a 2 choses qui m'ont interpellée. La première chose, c'est des jeunes qui ont l'air de faire leur première initiation, qui n'y connaissent vraiment rien aux traditions, aux coutumes. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même peu d'encadrement de gens qui avaient beaucoup pratiqué. Enfin, on a l'impression quand même que tout le monde est en train de réapprendre, mais qu'il y a peu de chefs spirituels.
En fait, non, il y a plein de jeunes qui connaissent certaines de leurs traditions, mais ils connaissent pas forcément l'histoire, ou ils connaissent pas toutes les traditions, ou ils connaissent pas la langue, etc. Donc c'est très très hétérogène en fait dans le groupe. Il y a des gamins qui font super bien du cheval, d'autres qui n'en ont jamais fait. Voilà. Pour les aînés, il y a, enfin si, en général c'est tous des cavaliers, ceux qui les emmènent. Les encadrants, comme vous dites. Si, il y a des... en fait, je crois qu'on a une vision très européenne et très cliché de ce qu'est un chef spirituel. Et ce sont tous des chefs spirituels, mais pas comme nous on les imagine. Voilà. J'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça, parce que j'ai eu l'impression, en regardant les films, que... comment dire, l'histoire, disons, est-ce qu'on la connaît, comment est-ce qu'on la connaît, comment est-ce qu'on la transmet. Oui. Et à un moment donné, je me suis dit, pareillement, oui, on ne connaît pas, on a oublié, on ne transmet pas assez. Et en même temps, je me suis dit, un petit peu après, c'est comme si chacun a un petit bout, oui. Et ça se transmet de différentes manières. Quand oui. On a entendu, quand on chante, et j'ai fini par là. Je me dis que dans l'idée qu'on s'est fait, disons, en Occident, on va dire, où l'histoire serait transmise d'une manière pédagogique appropriée, pas tout le monde connaît toute l'histoire. Oui, et d'ailleurs, c'était l'autre élément que je voulais vous... Merci, c'est l'autre élément pour vous répondre. C'est que aussi ce qui se passe, c'est que l'histoire, les traditions et la langue se sont perdues parce que il faut savoir que jusque dans les années 70, les Indiens n'avaient pas le droit de pratiquer ni leur religion ni de parler leur langue en public. Et du coup, c'est comme ça aussi que beaucoup de choses se sont perdues. Donc effectivement, même les adultes, ils apprennent. Quand on a filmé la séquence où AJ il enseigne la chanson, alors la chanson, c'est une chanson qui a été écrite pour la chevaucher. C'est une chanson qui date d'il y a 20 ans, hein. C'est pas un truc qui date d'il y a je sais pas combien d'années. En fait, elle est en Lakota et alors, il y avait un moment quand on a tourné qui n'était pas très clair, donc j'ai pas pu le garder parce que j'avais peur que le public ne comprenne pas le sous-texte. En fait, il disait que lui-même connaissait pas vraiment les paroles. Donc il était en train d'enseigner une chanson dont il ne connaissait pas vraiment les paroles, c'était un peu du yaourt pour lui. Voilà. Son fils la connaissait mieux que lui. Et que c'était un vrai problème parce que lui, il comprend le Lakota, enfin il comprend une grande partie du Lakota, mais il ne parle pas lui-même. Juste une question par rapport à la relation entre les jeunes et les chevaux. Oui. Sur lesquels ils insistent quand même un petit peu dans le film en disant c'est ton cheval, etc. En dehors de la chevauchée. Qu'est-ce qui se met en place? Alors, je vais répondre par des formules un peu. Par exemple, dans les écoles de la réserve, il n'y a pas d'équitation. Il y a du basket, du foot américain, mais il n'y a pas d'équitation. Donc en fait, ça dépend vraiment de est-ce qu'on connaît des gens qui ont des chevaux. Alors, ils ont tous facilement des chevaux, hein, parce que ça coûte pas cher d'avoir des chevaux là-bas. Mais généralement, ceux qui ont commencé, qui ont fait la chevauchée, ils reviennent. Il y a d'autres chevauchés dans le reste de l'année. Il y a les rodéos l'été. En fait, c'est dans la population globale, il y a un petit noyau dur de gens de horse people, de gens du cheval, quoi. Après, il y en a qui essayent de monter des programmes de thérapie équine. C'est-à-dire de se servir du cheval pour se reconstruire. Ça se fait beaucoup, notamment avec les prisonniers, les drogués, les gens qui veulent se suicider, etc. Mais c'est toujours un peu de manière informelle. Ils essayent de mettre des formes, mais c'est très compliqué. Bon, d'abord parce que quand ils veulent emprunter de l'argent, les banques ne leur prêtent pas d'argent. Après, parce qu'il y a des histoires d'assurance très compliquées, parce qu'on est aux États-Unis. Hein. Donc si vous faites du cheval et que vous cassez quelque chose, vous pouvez vous retourner contre eux. Donc voilà, par exemple, AJ, c'est celui qui apprend la chanson, qui se prend pour Whoopi Goldberg.
Et Jess, son rêve, ce serait de monter une espèce de mini-centre, enfin avec genre 5 cabines en rondin de bois, des chevaux, et pour pouvoir accueillir des touristes et faire des promenades à cheval. Le problème, c'est que s'il y a des touristes, si en plus ils mettent pas de bombes, de protection, etc., pour avoir une assurance qui couvre s'il y a un problème, il ne pourra jamais, quoi. Et puis l'autre problème, c'est que pour aller... En fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent passer, puisqu'il y a plein de terres sur lesquelles les propriétaires ne veulent pas qu'ils traversent. Je te remercie beaucoup pour tout ce travail de film. Je pense que ça n'a pas dû être évident. Non. J'ai eu une petite expérience à mon arrivée là-bas. La première chose qu'on m'a dit, c'est « on est des prisonniers de guerre ». Et c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. Je pense qu'on grandit tous en Occident dans cette image du sioux libre qui chevauche à travers les plaines sans avoir à prendre une pince pour couper des barrières. En arrivant là-bas, on en est loin et le racisme, effectivement, il est très fort. Moi, je voulais vous demander quelle était la vision, le rêve, l'envie en fait qui vous a fait pousser des ailes pour traverser l'océan et aller là-bas. Mais des fois, je me demande encore. Je me dis, mais si aujourd'hui j'entendais parler de ce truc, est-ce que je serais assez courageuse pour y aller? Je sais pas. Disons que c'était une période de ma vie où je voyageais beaucoup. Ma sœur vit aux États-Unis, elle a la nationalité américaine, donc je me suis aussi beaucoup interrogée sur ça et sur l'histoire du pays, etc. Et quand j'avais 18 ans ou 19 ans, on avait été visiter les parcs nationaux et on avait été à Monument de Vallée, qui est un parc national, mais tenu par les Navajos. Donc j'avais fait ma première rencontre avec les Indiens, c'était un Navajo, et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et puis il y avait aussi toute cette mythologie du cinéma et des westerns. Et quand on était à Monument de Vallée, je faisais pas du tout de cheval, hein, je fais toujours pas de cheval. J'avais fait des pieds et des mains à mes parents en leur disant non mais on est à Monument de Vallée, moi je pars pas si j'ai pas fait du cheval. C'est là-bas que John Ford tournait tous ses films, donc j'ai dit moi je veux faire 1 heure de cheval, voilà. Du coup j'avais été faire 1 heure de cheval avec un guide Navarro. Et il y avait un New-Yorkais avec nous. Et je me souviendrai toujours de ce moment parce que donc, le guide Navarro nous demande ce qu'on fait. Moi je dis j'étais étudiante et le guide et le New-Yorkais répond moi je suis promeneur de chiens. Et le Navarro lui répond en rigolant bah nous on les mange. Et là, j'étais morte de rire. En fait, c'était génial parce que j'arrivais à comprendre les deux positions, les deux histoires. Je me disais, mais je sais pas, mais je me suis dit, il faut que j'y retourne rencontrer des Indiens. Ça m'a trop marqué cette rencontre-là qui était hyper brève. Mais voilà, et du coup, je lisais beaucoup de Jim Harrison. J'ai lu beaucoup de livres sur cette histoire-là en général. Et du coup, j'avais envie d'y aller, quoi. J'avais envie d'y aller et de rencontrer les gens, en fait. Voilà, je voulais pas y aller juste comme une touriste. Moi, je voulais rencontrer des gens. En fait, je suis allée faire la chevauchée une première fois, toute seule. Je suis pas du tout cavalière à la base. Moi, ça m'intéressait de rencontrer des Lakota et je savais pas trop comment faire. Et quand j'avais entendu parler de la chevauchée, je me suis dit, ça c'est un bon moyen plutôt que d'y aller comme touriste, de rencontrer du monde. Donc j'ai été faire la chevauchée une première fois. Ça a mis un peu de temps déjà dans cette chevauchée à me faire accepter. Et puis je me souviens que ça a un peu changé au premier jour de repos, donc le 4e jour. Parce que j'ai commencé à jouer avec les gamins. J'ai fait des puzzles avec eux. Il y avait une cuisinière avec qui je m'entendais bien, donc on faisait la cuisine toutes les deux, des choses comme ça. Puis après, je m'occupais des chevaux, comme tout le monde. Et puis voilà, petit à petit, comme je restais pas juste à regarder, c'est comme ça que je me suis fait un peu accepter. Et j'ai une histoire super drôle à raconter, c'est que vers la fin, ils me disaient tous « Non, mais maintenant, tu as fait la chevauchée, tu fais partie de la famille et tout. » Et cette année-là, je devais reprendre l'avion de Rapid City et il y avait quelqu'un qui devait m'amener en voiture à Rapid City après la cérémonie à Wounded Knee. Et donc j'avais laissé mon sac dans sa voiture.
Et en fait, après la cérémonie à Wounded Knee, cérémonie que je ne pouvais pas filmer, je n'avais pas le droit de la filmer, tout le monde remonte dans ses voitures et tout le monde s'en va direct. Ils ne se disent pas au revoir, c'est hop, parce qu'il y a 6 heures de route, il y a souvent un blizzard qui arrive. Donc, et puis dans la tradition Lakota, on ne se dit pas au revoir. Donc la cérémonie se termine. Moi, évidemment, comme une nouille, j'allais dire au revoir à tout le monde parce que j'étais super émue de quitter tous les gens merveilleux que j'avais rencontrés. Et du coup, je ne fais pas attention que la personne qui avait mon sac s'en va. Et je me retrouve finalement toute seule au bord de la route, à côté du cimetière de Wounded Knee. Et il y avait un Autrichien aussi qui était dans le même cas que moi. Et là, je me souviens d'avoir explosé de rire en me disant, ils m'ont dit toute la semaine que je faisais partie de la famille et je me suis bien fait avoir. Voilà, bon, finalement, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une voiture et puis j'ai récupéré mes affaires et tout ça. Mais en fait, ce qui a pas mal changé la donne, c'est que j'y suis retournée 3 mois après, parce que j'allais à un festival à Los Angeles et du coup, je me suis dit, je vais faire un crochet. Et la première année, j'avais passé mon temps à noter les adresses de tout le monde, les adresses e-mail ou les adresses postales, les numéros de téléphone. Et du coup, j'y suis retournée pendant 15 jours et j'ai fait le tour des 3 réserves en allant voir les gens chez eux, en sonnant à la porte et puis en leur amenant les photos que j'avais faites de ma première chevauchée. Et en fait, ça a vachement étonné les gens parce qu'il y a tout le temps des photographes ou des équipes de tournage qui viennent sur la chevauchée, mais ils ne voient jamais le résultat de ça. Donc là, ça a quand même pas mal changé la donne. Et après, le fait de revenir une deuxième chevauchée, là, là, on était apprivoisés, les uns et les autres. Puis après, j'y suis retournée tout un été, etc. Puis j'y retournée. Comme vous avez fait la chevauchée à cheval, comment vous avez fait pour filmer? Alors, non. Enfin, a priori, Quand on a filmé, on l'a pas fait à cheval. Moi, je l'ai faite à cheval une autre fois, entièrement à cheval. Mais l'année où on a tourné, non, on l'a pas faite à cheval. Comment on a fait? Alors en fait, je suis partie avec mon équipe. Je les ai emmenés au mois de novembre dans le Dakota. Et déjà parce que je voulais qu'ils rencontrent tous les personnages du film. Et aussi pour qu'on repère les lieux. Parce que comme la chevauchée dure que 15 jours, qu'il n'y avait pas un jour de repos possible, il ne fallait pas se tromper. Puis, il y a des jours où il y a 150 figurants, il ne faut pas se tromper. Donc en fait, on a fait tout le trajet de la chevauchée en 3 jours en voiture. Et on s'arrêtait, moi je savais par où ça passait, et donc je disais, bon alors là il y a les chevaux qui passent, là ils passent sous la route, là ils traversent la rivière, nanana. Et du coup on a fait une espèce de plan de travail où on savait que tel jour on allait filmer les chevaux qui passaient, et tel moment, là on pouvait pas les suivre parce qu'il n'y avait pas de route pour les suivre, et qu'on pouvait pas... Enfin on avait fait des essais à cheval, et à cheval c'était vraiment très compliqué. Du coup, on avait fait un plan de travail en se disant, là on filme quand ils sont à cheval, là on sera en voiture avec les gens, là, non. On avait fait comme ça. Donc à cheval, on avait fait des essais, soit on a les oreilles du cheval, soit ça bouge comme ça, donc c'est très compliqué. Mais ils ont quand même fait une demi-journée à cheval. Donc il y en a quelques images à la fin, là, dans la partie avec la chanson So You Want to Be an Indian. Et sinon, non, on était en voiture. Alors on aurait pu, si on avait voulu pouvoir les suivre dans tous les endroits cross-country où ils vont, où on ne peut pas les suivre en voiture, on aurait pu louer un scooter des neiges. Mais j'étais pas trop pour, parce que ça voulait dire dépenser beaucoup d'argent pour ça, alors qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour faire leur truc, donc je trouvais ça un peu paradoxal. Et puis j'ai bien fait, parce qu'il n'y avait pas de neige cette année-là, donc voilà. La cérémonie à la fin, en fait, le cimetière de Wounded Knee a une grande arche en métal, mais c'est un tout petit cimetière qui doit être grand comme ce groupe de fauteuils. Voilà. Et donc on rentre, il est bordé par des barbelés, enfin des grillages, pas des barbelés. Et on rentre, on se met tout autour de la fosse commune, il y a juste une pierre avec une pierre avec les noms gravés dessus. Et donc on rentre tous, on prend, je crois, du tabac et je ne sais plus quoi, qu'on peut jeter, poser devant la pierre. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle, en fait.
Et une fois que tout le monde est dedans, ben, parle qui veut. Voilà. Il n'y a pas de rituel comme nous on peut s'imaginer. Voilà. Donc c'est très très différent de ce qu'on croit. Après, c'est pas une chevauchée où ils vont faire. Enfin, c'est une chevauchée spirituelle, donc tous les matins et tous les soirs, quand ils arrivent à cheval, ils se mettent en cercle, il y a des prières, etc. Ça, moi, c'est des choses que je n'avais pas le droit de filmer. Mais voilà quoi. Donc, après, en fait, tout le monde peut prendre la parole, venir au milieu du cercle et faire les prières. Il n'y a pas de, c'est pas des prières écrites. C'est pas, je sais pas comment. Bien, merci beaucoup Stéphanie. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'être restés. Et donc, si vous avez des amis ou si vous avez envie de partager le film, eh bien, il sera encore programmé la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà, la semaine prochaine à l'Estive et la semaine d'après sur le circuit itinérant. Donc, voilà, tout n'est pas perdu. On peut encore voir le film de nombreuses fois. Merci et bon retour à tout le monde.